Et psychologue. Et vous? Oui. Je viens de faire mes études de psychologue en Suisse. D'accord. Ok. Je travaille 5 ans. D'accord. Et du coup, vous avez eu suivi des cours de périnate un peu? Non, mais j'ai fait développement. D'accord. Clinique et développement. C'était dans quelle fac en Suisse? L'UNIJ, l'université D'accord. de Lyon. Ah, d'accord. Ok. Je fais un petit tour pour savoir qui. Non, mais c'est très très bien. C'est très très bien. On fait ça d'habitude. Ah, d'accord, d'accord. Non, mais c'est très bien de l'initier, donc on va continuer. Ouais. Bah, du coup, Moi, je suis Sophie Marsan, je suis psychologue clinicienne et doctorante sous la direction de Marcel Garchulet sur la parentalité et du handicap. D'accord. Ok. Oui, oui. Oui. Moi, de MLD, je suis psychologue clinicienne à la maternité de l'hôpital de Saint-Denis. D'accord. Ok. Je m'appelle Hélène Perrot, je suis étudiante. J'ai eu ma licence en juin. Là, je m'occupe d'un enfant autiste. D'accord. Je l'accompagne à la maison. Ok, très bien. Bon, ça fait partie des caractéristiques de ce séminaire que d'être hétérogène. Il y a tous les niveaux. Bon, il y a un certain nombre de gens qui m'ont envoyé leurs excuses, ils ne seront pas là ce soir. Ça a l'air d'être fermé, non? Ouais. Donc là, il faut. Oui, là, vous n'avez pas la bonne place, merci. Bah, il y a... 5 minutes. Ouais, il est moins 3. Il est moins 3, donc on va pas. Bon, alors pour commencer par la fin, je disais à Delphine que j'ai promis en bas à l'équipe technique qui ferme la maison qu'on partirait vraiment comme d'habitude à 19h parce qu'effectivement ce soir, vous savez, il y a ce fameux match. Et donc, bienvenue, rentrez, peut-être. Installez-vous. Bonjour. Vous avez des chaises, mettez-vous en deuxième ligne. Oui, il y a une table là. Vous prenez une chaise et vous mettez derrière nous là. Mais comme on projette quelque chose peut-être. Ouais, ou derrière, on peut mettre deux chaises derrière celle là-bas. Là, vous pouvez là. Là, il y a une table, vous pouvez vous mettre là. Bon, écoutez, donc c'est la reprise du séminaire cette année. On démarre un peu tard en décembre, et donc je remercie vraiment beaucoup Delphine Bonnade d'ouvrir le bal de ce séminaire cette année. Et donc, Delphine, tu es maître de conférence à l'Université de Paris-Cité, dans notre même université. Tu es dans le laboratoire du CRPMS et tu es psychologue clinicienne. Et ton exposé, donc, c'est, je lis le titre, devenir mère et défaut d'étayage familial dans le postpartum immédiat, une étude clinique longitudinale et comparative à domicile des 2 semaines aux 18 mois du bébé. Bon, donc vous vous êtes présenté rapidement certaines. Alors, comme il y a des nouvelles personnes qui ne se sont pas présentées, on va être équitable. Donc, les personnes qui ne se sont pas présentées, dites rapidement votre profession et votre ancrage professionnel qu'on constitue si vous êtes dans telle ou telle institution. Je vous en prie. Marie Rousseau, bonjour. Bonjour. Psychomotricienne. Je travaille en CMPP et en cabinet libéral. Moi, je m'appelle Lara Motelier, je me lève comme ça. Je suis infirmière puricultrice en PMI à Nantes. D'accord. Vous venez de loin? Un peu de loin. Et du coup, je me permets de vous demander je partirai un peu avant la fin du cours parce que j'ai un train à Montparnasse et ça fait quand même un peu de métro et j'ai peur de rater. D'accord, très bien. Mais c'est gentil de me prévenir et de nous prévenir. Je serai vers moins le quart, au moins 20 peut-être. D'accord. Oui. Si c'est OK pour vous. Bien sûr. Merci. Oui, on ne s'est pas gêné. Donc si vous voulez changer de place pour pouvoir bénéficier des diapos, n'hésitez pas. Vous avez des chaises, mettez-vous plutôt de ce côté. Peut-être qu'on peut essayer. Et si on
décaler les tables comme ça pour que tout le monde puisse, enfin comme vous voulez, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a Autour. plus. Non, en fait on décale les tables par là, qu'on décale tout dans ce sens-là pour qu'il y ait la place derrière, Bah, mais là, il y en a. Hein. ça, Il y en ça a. suffira. Il y en a. Ok. Prenez une chaise en passant et installez-vous en deuxième ligne. Ok. Et là, on va suspendre les présentations parce que sinon on va passer la soirée avec les Allez. présentations. Donc tout à l'heure dans la discussion, avant de prendre la parole, les personnes qui ne se sont pas présentées en profiteront pour se présenter. Donc bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à ce séminaire qui démarre un peu tard cette année, donc en décembre. C'est la première session de ce séminaire. Je ne vais pas faire beaucoup ce soir d'informations. Je me contenterai de mettre l'accent sur ce bouquin qui vient de sortir parce que Marion fait partie des excusés de ce soir. Elle est co-organisatrice avec moi de ce séminaire. Marion Cano. Elle est maître de conférence ici et elle partage la périnatalité avec moi. Et elle vient de sortir un excellent bouquin. Alors évidemment, je suis partial et je l'assume totalement parce que je suis directeur de la collection dans laquelle il a été publié. Mais ça s'intitule « Devenir parent grâce à un don d'ovocytes » et je le fais passer parce que je pense, Micheline, tu dis quelque chose parce que tu fais partie du comité éditorial de cette collection. Et je crois que c'est vraiment un livre d'actualité. Je vous le fais passer et j'en profite pour faire passer un flyeur de la même collection. Donc Delphine, tu connais la règle du jeu de ce séminaire. Il y a donc 1 heure, 1 heure et quart de temps pour toi pour présenter tes travaux à ta façon. Et puis ensuite, il nous restera 3 quarts d'heure pour discuter à partir de ta présentation. Venez, prenez une chaise, mettez-vous plutôt de ce côté-là parce qu'il y a des diapositives. À toi, Delphine. Très bien. Bon, mais je suis très, très heureuse d'être ici en ce jour du 14 décembre. Et donc, je suis Delphine Vénage, je suis psychologue clinicienne depuis un peu plus de 10 ans. Et j'ai exercé dans différents lieux qui accueillaient la parentalité, les enfants et les adolescents avec différentes problématiques. Et depuis donc le printemps, là j'ai ouvert aussi une activité libérale. Je reçois aussi des mères, des pères avec des bébés parfois, mais aussi des plus grands, des adolescents, des jeunes adultes et des personnes plus âgées. Alors, et depuis donc 2020, je suis maîtresse de conférences à l'université de Paris-Cité. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter les résultats principaux de mon travail de thèse que j'ai réalisé sous la direction de Denis Mélier et de Rose-Angélique Belot, qui sont donc professeurs maintenant émérites de l'université de Bourgogne-Franche-Comté et HDR. Donc le titre de mon intervention, dans le cadre de ce séminaire du premier chapitre, c'est le titre de mon travail de thèse qui s'intitule « Devenir mère et défaut d'étayage familial dans le postpartum immédiat, une étude clinique, longitudinale et comparative à domicile des 2 semaines aux 18 mois du bébé ». Alors, ma présentation, elle va s'articuler en 7 parties. Dans la première partie, je vais revenir sur le contexte de la recherche. En deuxième partie, je vais survoler la revue de la littérature, les principales théories et les concepts mobilisés. Je vais revenir sur certains points principaux quand même pour que vous puissiez comprendre aussi les enjeux de ce travail. Les troisième et quatrième parties, ils vont être consacrés aux hypothèses et à la méthodologie. Et puis on verra ensuite les résultats quantitatifs, parce qu'il y a 2 volets, un quantitatif et un qualitatif, donc en développant une situation clinique spécifique. Et ces résultats, je vais les discuter dans une 6e partie et on va préciser donc les fonctions de l'étayage familial. Et puis ensuite, si on a le temps, je pense que ce sera surtout dans le cadre d'un échange, on parlera aussi des perspectives de prévention et de soins. Voilà, on pourra revenir aussi sur les limites et sur les perspectives de la recherche. Et donc ma présentation va durer à peu près 1 heure et quart.
Alors, mon travail de thèse, il s'inscrit dans une recherche de plus grande envergure qui a pris naissance dans un contexte particulier. Il y a un nombre grandissant de devenants parents qui rapportent un sentiment de solitude dans leur accès à la parentalité. Les causes, elles sont multiples, elles sont intriquées. On peut citer la diversification du modèle familial, la mobilité professionnelle, qui éloigne les sujets de leur parentèle, de leur famille, la diversification du modèle familial, la biactivité des couples, les grands-parents qui peuvent être aussi encore en activité. Et on peut aussi souligner l'impact de l'idéologie, de la montée de l'idéologie de l'individualisme. Donc, avant, traditionnellement, l'événement de la naissance était une affaire de maisonnée, pour reprendre l'expression de Weber. L'événement de la naissance dans notre société s'est transformé et les parents tendent à être de plus en plus seuls dans leur accès à leur parentalité. Et d'ailleurs, Denis Mélier a proposé de les qualifier d'auto-entrepreneurs de leur parentalité. Ce phénomène, il a été le point de départ d'une action recherche qui a été initiée par Denis Mélier et qui s'est entourée ensuite d'une équipe interdisciplinaire de chercheurs et de professionnels. L'objectif principal était de déterminer les enjeux et incidences de ce sentiment de solitude sur le développement du bébé. Et c'est dans ce cadre que moi j'ai rejoint l'équipe, donc c'était en 2011, et je me suis spécifiquement intéressée à une des premières étapes, c'est-à-dire le devenir mère dans cette configuration spécifique. Alors, afin de répondre à nos objectifs de recherche, je me suis intéressée aux travaux menés sur le devenir mère, principalement dans une perspective psychodynamique. Et le deuxième chapitre était consacré aux travaux menés sur les concepts d'étayage et de soutien en psychanalyse, puis en psychologie clinique de la santé. Et je me suis aussi également appuyée sur les travaux de Karl Lacharité, qui a développé le modèle écosystémique de la parentalité. Alors, la revue de la littérature, elle nous a permis de mettre en évidence plusieurs éléments que je vous propose de reprendre ici de manière un peu synthétique et qui me permettra d'arriver à ma problématique, à mes hypothèses. Alors, on a vu dans ce premier chapitre que le devenir mère, il allait convoquer obligatoirement un ensemble de processus qui étaient dynamiques, multiples et intriqués, tant sur le plan de la scène intrapsychique, mais aussi sur la scène des relations intersubjectives. Le processus du devenir mère, il s'inscrive bien en amont dans le développement psychosexuel de la petite fille et lui impose à la devenant mère une reprise consciente et inconsciente de son passé, les conflits infantiles des phases précédentes et de son développement, les premières relations et identification avec ses propres parents, via notamment les phénomènes de transparence psychique. Devenir mère, c'est être exposé à la passivité des changements physiques, un corps qui se transforme par la grossesse, par l'accouchement, et qui doit se mettre au service de la survie du bébé, via notamment l'allaitement. Devenir mère, c'est aussi rencontrer un autre, c'est son bébé, de supporter sa réalité et ses besoins, et de se mettre dans une position psychique bien particulière, bien spécifique pour assurer sa survie, la préoccupation maternelle primaire. Rencontrer son bébé, c'est aussi se rencontrer soi, en tant que mère, et induit des retrouvailles avec sa mère, des premiers soins, celle qui a été à l'origine de son sentiment continu d'exister, celle par qui s'est constitué son objet interne, bon ou défaillant. Rencontrer son bébé, c'est aussi retrouver le bébé qu'elle a été ou qu'elle croit avoir été. Et ces retrouvailles ne sont pas sans écueil et peuvent être source d'angoisse, de culpabilité et d'agressivité. Devenir mère, c'est aussi rencontrer le père de son bébé, celui qu'elle a connu comme amant, et de construire avec lui un couple parental tout en restant un couple conjugal. Alors, ceci se révèle parfois être un véritable enjeu, voire une épreuve pour un certain nombre de parents. En effet, pour le couple, la transition à la parentalité entraîne un bouleversement de la dynamique relationnelle, conjugale, dans laquelle vont devoir s'articuler de façon inédite les places de conjoint, d'amant et de parent. Un réaménagement du lien conjugal sera alors nécessaire. Comme l'écrit Guéguen, la crise conjugale dans la période périnatale se nourrit des conflits intimes, rejoués au niveau parental et de la réactivation des éléments conscients et inconscients mis en commun au moment de la fondation du couple,
la crise conjugale du devenir parent réinterroge donc l'origine du couple, les modalités du choix du conjoint et ses aménagements défensifs. Donc ça, c'est dans sa thèse qu'elle a soutenue en 2017. Une nouvelle entité doit émerger, le couple parental, ce qui va mobiliser donc les dialectiques féminin-masculin et maternel-paternel. Et une autre des causes qui rend cette métamorphose complexe se situe dans le fait que la naissance d'un bébé va induire l'émergence d'une triade qui va rééditer la situation oedipienne avec le risque qu'un des parents se sente exclu. D'après Kramer et Palacio-Espasa, l'arrivée d'un bébé dans l'organisation psychique des parents est un bouleversement, une révolution dont on ne trouve pas l'équivalent à d'autres étapes de la vie. Selon Aubert Godard, la naissance est une épreuve traumatique qui soumet père, mère et bébé à ce qu'elle nomme un étrange désordre. Devenir mère, c'est aussi faire face à des pulsions anciennes et inédites, positives et tendres, au service de l'établissement des nouvelles relations, mère-bébé, père-bébé, mère-père-bébé, et aussi d'émotions hostiles, rivalité, ambivalence, agressivité, voire haine à l'encontre du nourrisson et du partenaire en tant que père et en tant qu'amant. Ces émotions hostiles sont classiques, elles sont inhérentes au processus maternel, mais plus ou moins intenses, notamment en fonction de l'histoire singulière de chaque sujet. Celles-ci peuvent renforcer la vulnérabilité spécifique chez la mère et peuvent occasionner de la culpabilité et de la détresse psychique. Donc vous l'aurez compris, les nouveaux parents doivent simultanément devenir père, mère, se construire en tant que couple parental, rencontrer leur bébé, tout en préservant leur couple conjugal. Pour certains couples, cet événement se révèle être une épreuve et dans les situations les plus vulnérables, conduire à la séparation du couple. Selon Geberovic et Barou, 20 à 25% des couples se séparent quelques mois après la naissance de leur enfant. Nous sommes ainsi loin de toutes les représentations idéales de l'arrivée d'un bébé dans un couple. Nous avons également mis en évidence que le devenir mère s'accompagne d'une crise intersubjective au niveau familial. En effet, en devenant mère, la femme fait devenir grands-parents ses propres parents, ses frères et sœurs, des oncles et des tantes, et tous les membres de la famille sont ainsi dotés de nouvelles identités et fonctions. La naissance d'un nouveau-né vient modifier les places de chacun, oblige les avancées dans l'ordre générationnel et questionne les identités individuelles et groupales familiales. Pour toutes ces raisons, les exigences de la maternité et de l'immédiat postpartum et la période périnatale dans son ensemble constituent une véritable crise à fort potentiel traumatique. Cette crise, elle opère donc à plusieurs niveaux, au niveau individuel, au niveau conjugal, au niveau triadique et familial. Si vous me le permettez, je vais m'arrêter quelques minutes sur cette notion de crise. C'est Erikson qui, en 1950, a parlé pour la première fois de cette notion de crise en psychologie. Selon cet auteur, la vie elle est chroniquement impactée par des crises inhérentes au processus de développement de l'être humain. Erikson donne au mot crise le sens de tournant majeur et non de catastrophe. À la fin des années 70, K.S. propose de concevoir l'être humain comme un être caractérisé par l'expérience de la crise et de sa résolution. Voici ce qu'il écrit. L'homme se spécifie par la crise et par sa précaire et infinie résolution. Il ne vit que par la création de dispositifs anti-crise, eux-mêmes porteurs de crises ultérieures. La crise, c'est un changement brusque et décisif dans le cours d'un processus qui intervient au-delà des crises inhérentes au processus biologique. Roussillon écrit « Des formes de crise de vie sur lesquelles une organisation psychique mise en place est fondée sur l'utilisation de certains mécanismes de défense ou d'aménagement, bute sur sa limite et la limite des systèmes de compensation que le sujet avait mis en place. » Ce petit détour nous a permis, donc dans la théorie sur le devenir mère, nous a permis de rendre compte de la dimension plurielle de la crise de la transition de la parentalité et de la naissance. Ces différents niveaux de crise ne se réalisent pas séparément, ils fonctionnent les uns par rapport aux autres. K.S. écrit à ce sujet « La crise qu'est la mise au monde n'est pas seulement la crise inaugurale pour le nouveau-né, c'est aussi la reprise de cette crise par la mère. Et cette double crise est exemplaire en ceci. Des systèmes en crise sont susceptibles de fonctionner l'un par rapport à l'autre, comme des systèmes de résolution. La crise du nouveau-né trouve dans la mère les régulations supplétives qui lui sont nécessaires,
jusqu'à ce qu'elles viennent à manquer, mais aussi la mère trouve dans son bébé et dans son groupe les objets et les régulations nécessaires jusqu'à ce qu'ils viennent à manquer. Nous relevons ici la dimension intersubjective de la crise inhérente de l'accès à la parentalité. Or, qu'advient-il lorsqu'un des niveaux n'assume pas sa fonction de régulation supplétive? Par exemple, lorsque le groupe familial fait défaut dans ce système de crise. Comment la femme, l'homme deviennent-ils mère et père? Et comment arrivent-ils à concilier leurs différentes identités et fonctions? Et quels impacts peut-il y avoir sur le couple et l'émergence de la triade? État de crise pour certains auteurs, pour d'autres état de chaos. Joël Rochette propose l'expression de no man's land pour illustrer le chaos du temps du postpartum. Ce chaos est représentatif de tous les enjeux auxquels la mère est exposée et auxquels elle doit faire face simultanément. Nous avons proposé de reprendre ici la métaphore de Bic pour illustrer cette vulnérabilité intrinsèque de la maternité en général et de l'immédiat postpartum en particulier. Si le bébé est propulsé dans un nouvel environnement comme un cosmonaute projeté dans l'espace en combinaison, qu'en est-il de la devenant mère? Est-elle elle aussi propulsée dans un espace sans combinaison? Ce qui est certain, c'est que cette combinaison, métaphore de ses assises narcissiques, de la qualité de ses enveloppes, de son moi-peau, de son bon objet interne, est largement mobilisée, mise à l'épreuve. L'expérience de la maternité dépendrait alors de sa combinaison initiale, mais aussi de sa capacité à s'en créer une nouvelle, plus adaptée. Serait-ce une autre peau, une autre enveloppe? Le peut-elle seule, dans une forme d'auto-engendrement? L'état de crise rend donc vulnérable les devenants parents. Néanmoins, cet état de vulnérabilité est la plupart du temps transitoire et spécifique. C'est le baby blues, dépression légère et passagère. Dans certaines situations, cet état de vulnérabilité s'installe dans le temps, s'aggrave et fait le lit d'une psychopathologie maternelle, pouvant avoir des répercussions sur le développement du bébé. Comme l'écrit Nathalie Presme, cette crise psychique inévitable est un temps de déséquilibre et de changement à la recherche d'une résolution. Au mieux, même parfois au prix d'une certaine souffrance, la crise devient maturative, vers un nouvel équilibre constructif, individuel et familial. Ou bien, elle désorganise, ouvre des failles contenues jusqu'alors et expose au risque de se perdre vers des troubles du postpartum ou révélés par le postpartum. Nous avons vu, dans un deuxième chapitre, les apports de 3 courants épistémologiques sur les notions d'étayage et de soutien. Alors là, c'était un petit peu un grand écart épistémologique. Les travaux de ces 3 courants ont mis en évidence le rôle crucial de l'étayage et du soutien réel dans le devenir mère et l'intrication des facteurs intrapsychiques et intersubjectifs environnementaux et sociétaux. Dans la théorie psychanalytique, l'étayage a été travaillé dans sa dimension intrapsychique, notamment à travers le concept du bon objet interne. Le sujet s'appuie sur un bon objet interne pour supporter et dépasser des situations de crise et de détresse. Néanmoins, rappelons ici que Freud, dès 1895, dans l'esquisse d'une psychologie scientifique, va révéler la fonction de Nebenmensch, de la mère auprès de son bébé, qui vit ses premières expériences de DZ, de détresse. Il démontre des capacités d'identification de la mère et des capacités d'adresse au bébé. Si cette fonction spécifique n'est pas développée par Freud, elle sera reprise ensuite par les auteurs qui accorderont une place décisive à l'environnement et à la fonction structurante des relations d'objets réciproques des sujets. L'importance de l'étayage des objets externes a été spécifiquement mise en évidence via les incidences de leur absence dans les relations précoces. L'objet externe, par excellence, est la mère, non plus exclusivement interne, mais réelle et externe, qui assure la survie du bébé et lui offre des conditions d'un développement harmonieux. En s'intéressant aux causes des écueils de la relation mère-bébé, les auteurs ont mis en évidence que la mère peut offrir les conditions favorables à son bébé si elle-même peut bénéficier des conditions favorables au développement de son identité et fonction maternelle. Certains auteurs ont défendu et défendent encore l'idée selon laquelle l'étayage externe a, au même titre que l'étayage interne, toute son importance. Selon ces auteurs, les personnes qui ont cette fonction d'étayage auprès de la mère sont en premier lieu le conjoint et la mère de la mère et tous les personnages féminins, puis le groupe et la société dans son ensemble. Les travaux en psychanalyse groupale et familiale ont mis en évidence la dialectique entre l'étayage interne, la contenance familiale et la présence dans la réalité. Ce sont les travaux de Racamier sur la maternalité, les travaux de Winnicott et tous les travaux plus récents de Denis Méliès, Sylvain Missonnier, Albert Sicone, Bernard Goltz, pour en citer quelques-uns. Les recherches en psychologie de la santé,
un autre courant épistémologique, ont permis d'objectiver l'importance de l'étayage externe, en général, et dans le domaine de la périnatalité notamment, dans les situations où il fait défaut. En psychologie de la santé, l'étayage a été conceptualisé sous le terme de soutien. Et il a été décliné selon sa nature, donc soutien émotionnel, pratique, informatif, et ses sources. Selon ces études, le soutien qui a le plus d'impact sur l'état psychique maternel est le soutien émotionnel, provenant de la sphère privée de la mère, donc son conjoint, et les membres de sa famille. Dans les études, les mères qui n'ont pas bénéficié de soutien de leur sphère privée sont plus nombreuses à présenter des troubles psychopathologiques anxieux et dépressifs que les autres mères. L'ensemble des recherches menées sur le soutien de la sphère privée se sont portées exclusivement sur le soutien du conjoint ou sur la sphère privée conjoint-famille sans distinction. Et donc à ce jour, aucune étude ne s'était spécifiquement intéressée à la fonction de soutien de la sphère familiale sur l'accès à la maternité. Enfin, on s'est intéressé aussi au modèle écosystémique de la parentalité, donc développé par La Charité et son équipe, inspiré par les travaux de Bronfenbrenner, je ne sais pas si vous connaissez, qui a permis de mettre en évidence l'intrication dynamique des différents facteurs impliqués dans la parentalité. Alors que la sphère privée est identifiée par les mères comme première source de soutien, dans les différents d'ailleurs courants épistémologiques, plusieurs études font état d'un affaiblissement du support social de la sphère privée dans la période postnatale, phénomène qui contribue à l'émergence d'un sentiment de solitude très prégnant. Ainsi, notre recherche, elle s'est inscrite dans la continuité des travaux déjà réalisés en cherchant à préciser l'impact d'une faiblesse, voire d'une absence d'étayage familial externe dans l'immédiat postpartum sur le devenir mère. Je vais rapidement vous présenter les hypothèses. Notre hypothèse principale, qui était notre fil rouge durant cette recherche, le défaut d'étayage familial externe dans l'immédiat postpartum accentue et fait perdurer l'état de crise inhérent au processus intrapsychique et intersubjectif de la maternalité. Pour répondre à cette hypothèse, on a formulé 3 hypothèses secondaires sur les effets du défaut d'étayage familial sur l'état psychique maternel, donc avec les indices d'anxiété et de dépression. Sur les processus maternels spécifiquement, donc la préoccupation maternelle primaire, la qualité du holding, les capacités d'identification du bébé au bébé, la rêverie maternelle, donc sur la défaillance donc, de la fonction alpha, des devenirs d'émotions hostiles, l'agressivité, haine, envie de la mère vis-à-vis de son bébé, mais aussi sur les relations conjugales et l'alliance parentale. Donc pour répondre à ces objectifs, on s'est donc appuyé sur une méthodologie. Je vais vous la présenter après. On a recruté, donc notre population de recherche a été constituée de 35 familles, donc père, mère, bébé, grâce à un travail de partenariat avec une équipe de sages-femmes qui faisait partie du service d'hospitalisation à domicile, maternité de la région. Et les familles qui étaient retenues pour l'étude, elles devaient observer un certain nombre de critères, notamment en ce qui concerne la mère. Elles devaient donc être primipares, donc être mère pour la première fois, être âgée entre 18 et 40 ans, vivre avec le père de l'enfant, habiter dans l'agglomération de Besançon, c'est là où j'ai fait ma thèse, parler français. Et en revanche, les mères qui présentaient des troubles psychiatriques actuels ou qui avaient un bébé en situation de grande prématurité n'étaient pas inclus. Alors, pour répondre à ces objectifs de recherche, et puis face à la complexité aussi du phénomène qu'on a cherché à comprendre, il nous a semblé pertinent d'utiliser une méthodologie mixte, donc qui était constituée d'un volet quantitatif et d'un volet qualitatif. Alors, concernant la méthodologie quantitative, elle nous a permis d'évaluer les effets du défaut de soutien familial sur l'état psychique maternel, donc anxiété, dépression, sur les relations conjugales et sur les relations parentales. On a également pu évaluer le type d'attachement, la qualité des relations passées de la mère avec ses propres parents et les variables sociodémographiques. Et les données, elles ont été saisies, traitées au niveau statistique, ça n'a pas été une mince affaire non plus. Et cela a permis d'obtenir des indices de comparaison entre les deux groupes, à la fois en termes de prévalence et d'évolution. Donc pour nous, il était primordial d'avoir accès à l'expérience subjective singulière des participantes. Et dans cet objectif, on a utilisé une méthodologie qualitative qui était constituée de temps d'observation à domicile, qui était donc inspirée de la méthode d'observation Esterbik,
d'entretien clinique de recherche semi-directif et des temps d'interaction filmés. La méthode d'analyse de ces données, c'est donc l'étude de cas et 3 cas cliniques approfondis ont été élaborés en associant les différents matériels recueillis, c'est-à-dire les comptes rendus cliniques, les analyses des retranscriptions des entretiens enregistrés, les analyses des séquences d'interaction filmées et enfin les éléments d'analyse de notre contre-transfert. Alors cette diapositive, elle permet d'avoir une vision globale de la procédure de la recherche. C'est donc une recherche longitudinale composée de 8 ans de mesure. La première a été réalisée par la sage-femme du service HAD avant les 2 semaines du bébé, durant laquelle donc, la sage-femme présentait la recherche, ses objectifs, et si les parents acceptaient, elle leur remettait 2 premiers livrets de questionnaires, donc un livret pour la mère, un livret pour le père, et les papiers officiels de la recherche. Et on prenait ensuite le relais à partir des 6 semaines du bébé jusqu'à ses 18 mois. Donc tous les 3 mois, on allait au domicile des parents. Pas en prénatal. Non. À la naissance. Oui. Enfin, à 2 semaines. Et donc on a mené environ 250 visites à domicile qui duraient en moyenne 2 heures, seul ou en binôme quand cela était possible. Alors, toutes les mères qui ont accepté de participer à la recherche et qui observaient donc les critères d'inclusion ont été inclus dans le protocole. Et en fait, pour distinguer les mères qui ont bénéficié de soutien familial de celles qui n'en avaient pas bénéficié, on a utilisé un outil qui s'appelle le SSQ6. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu familier à ces outils. Tu expliques parce qu'il faut bien dire que, et on s'en réjouit, il y a ici des connaisseurs en périnat, et il y a des gens, je pense notamment aux gens qui viennent de l'APEP, qui font une formation à la psychothérapie psychanalytique adulte, qui ne sont pas, c'est pas un handicap, ils ne sont pas des connaisseurs de la périnatalité. Okay. Donc, il faut que tu sois généreuse sur les implicites. Ok, le SSQ6, donc c'est un outil qui permet d'évaluer tout simplement le soutien des personnes, des femmes ou des hommes, et qui participent à une recherche, et en fait qui nous permettait en fait de savoir si de manière spontanée les parents pouvaient identifier des personnes soutenantes dans leur entourage, et notamment est-ce qu'il y avait dans certaines situations, ça évalue le soutien informatif, pratique, émotionnel. Il y avait donc des personnes de leur entourage familial qui pouvaient avoir cette fonction-là. Et donc, on a divisé notre échantillon de 35 mères en 2, 15 femmes qui faisaient donc partie du groupe soutenu et 20 femmes qui faisaient partie du groupe non soutenu. Alors, je vais vous présenter les résultats donc, de ces différentes échelles. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que je voulais surtout prendre du temps pour la situation clinique. Sur les 8 ans de mesure, notre échantillon il obtient un taux de prévalence moyen de 21,7%, qui est nettement supérieur au taux de la littérature internationale qui est à peu près de 10%, entre 10 et 13%. Et ce taux élevé s'explique en partie par un taux très élevé chez les mères du groupe non soutenu, puisqu'elles sont près d'un tiers à présenter un niveau clinique de dépression. Concernant l'évolution des niveaux de dépression, on observe que les mères des 2 groupes ont des scores semblables. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, donc en turquoise, c'est donc les mères du groupe soutenu, et en rouge, avec les petits pointillés, c'est les mères du groupe non soutenu. Donc, on voit qu'aux 2 premiers temps de mesure, il n'y a pas de différence significative entre les 2 groupes, et que cette différence, elle opère, elle émerge à partir du 3e temps. Et donc, c'est aux 3 mois, donc en postpartum. Donc, on peut dire qu'à partir du temps 3, il y a une chute des niveaux de dépression pour les mères du groupe soutenu, alors qu'il n'y a pas de différence d'évolution chez les mères du groupe non soutenu, ce qui indique une persistance de risque de troubles dépressifs jusqu'au temps 4, 6 mois. Et on n'a pas observé de différence entre les 2 groupes aux autres temps, on va y revenir. Alors, en ce qui concerne l'anxiété-état, un tiers des mères de notre échantillon présentent un état anxieux élevé. Cette prévalence moyenne sur les 8 ans de mesure, elle s'explique par un taux nettement plus élevé chez les mères, encore une fois, du groupe non soutenu,
Et à l'inverse, la prévalence des mères présentant un état anxieux élevé correspond à ceux repérés dans la littérature internationale. Donc, on peut dire que les mères des deux groupes ont des scores semblables encore au premier temps de mesure. Et les différences, elles émergent aussi à partir du temps 2, là, pour cet outil-là. Les scores des mères du groupe non soutenu, elles chutent à partir du temps 3, alors que les scores des mères du groupe non soutenu vont augmenter significativement entre le T1, donc les 2 semaines, et 6 semaines. Donc il y a une majoration de l'anxiété à ce moment précis. Et ils vont se stabiliser jusqu'au temps 6, ce qui témoigne d'une persistance d'un état anxieux au cours du temps. Alors, il y a un résultat un petit peu auquel on ne s'attendait pas trop, puisque en fait, on a utilisé donc une échelle d'anxiété qui s'appelle la STAI-Y, qui permet en fait d'évaluer l'anxiété au temps au moment T où on évalue, et l'anxiété un peu, générale, plutôt en termes de personnalité, quoi. Et ces résultats ils sont assez surprenants parce qu'on voit que, encore une fois, aux 2 premiers temps de mesure, il n'y a pas de différence et que le même phénomène se retrouve. Les différences émergent à partir du temps 3. Donc, on peut se demander si, effectivement, l'anxiété deviendrait peut-être un trait de personnalité chez ces mères, alors que finalement, ils baissent considérablement, ils chutent pour revenir à un score plutôt faible chez les mères qui ont pu bénéficier de soutien familial. Là, c'est les résultats de l'échelle qui permet d'évaluer l'alliance conjugale. Donc, en fait, ils chutent de la même manière, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Pareil pour l'alliance parentale, il n'y a pas de différence entre les deux groupes et il n'y a pas de différence entre les différents temps. Voilà, donc. Alors, ces 2 outils, le RSQ et le PBI, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils permettent d'évaluer le type d'attachement. Et le PBI, c'est les relations, en fait, comment nos propres parents étaient avec nous. Et donc, ça mesure un peu la relation parent-enfant dans le passé. Donc, ça permet aussi, on peut faire le lien avec, par exemple, le bon objet interne. Donc là, on n'a aucune différence en ce qui concerne le RSQ. Et par contre, un des résultats importants, c'est ce qui concerne le PBI. Donc, c'est le Parental Bonding Instrument qui révèle que les mères des groupes ne diffèrent pas en fonction du lien que les mères avaient avec leur propre père, mais par contre, elles diffèrent en fonction du lien que les mères avaient avec leur propre mère dans le passé. Donc, 2/3 des mères du groupe soutenu rapportent avoir eu dans le passé un lien optimal, alors qu'elles sont seulement 20% dans le groupe non soutenu. Ainsi, la grande majorité des mères du groupe soutenu ont considéré avoir eu dans le passé des relations que l'on pourrait résumer de positives, alors que 2/3 des mères du groupe non soutenu rapportent un lien plutôt négatif dans le passé avec leur propre mère. Alors, dans un souci de compréhension, je vais ici discuter rapidement le volet quantitatif. Les scores des mères aux échelles, qui évaluent l'état psychique maternel, ont été globalement identiques dans les 2 groupes aux 2 premiers temps de mesure. Donc ces résultats, ils confirment finalement la période de vulnérabilité dans l'immédiat postpartum. Les différences, elles émergent donc au 3e temps, aux 3 mois, et donc on peut considérer que c'est vraiment un moment critique. Les résultats à l'échelle d'anxiété trait nous amènent donc à faire l'hypothèse que l'étayage familial il permettrait de dépasser cette crise inhérente du postpartum sans que les difficultés elles se cristallisent et elles perdurent au cours du temps. Et bien sûr, cette interprétation reste une hypothèse car, comme vous l'avez souligné, les mesures n'ont pas été faites en anténatal. Donc on peut faire juste une hypothèse. Oui. C'est par rapport à leur ressenti. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire qu'elles peuvent être non soutenues et être encore en couple. Ah, elles sont toujours en couple. Elles sont en couple. Oui. Quand je parle du soutien, c'est des membres de leur famille. Ah oui, d'accord. Ouais.
Donc en fait, c'est une variable un peu hybride parce que c'est le sentiment d'être soutenu. Elles peuvent être entourées et ne pas se sentir soutenues. La convergence des résultats issus des deux méthodes, elles ont permis de mettre en évidence l'implication de différents facteurs qui étaient fragilisants ou protecteurs au niveau interne et au niveau externe. Donc au niveau interne, le bon objet interne, la qualité, le type d'attachement, et au niveau externe, donc la possibilité d'avoir des personnes dans la réalité. Et donc les cas cliniques qui nous ont permis de préciser les différences entre les différentes situations des mères du groupe non soutenu. Parce qu'en fait, toutes les mères qui faisaient partie du groupe non soutenu ne présentaient pas la même typologie, entre guillemets, de détresse psychique, de difficultés dans leur couple et de difficultés avec leur enfant. Donc, c'est la raison pour laquelle on a développé 3 cas cliniques spécifiques. Donc, un cas princeps que j'ai choisi en fonction des répercussions multiples et importante du défaut d'étayage familial à la fois sur l'état psychique maternel, sur les relations de couple, sur la gestion d'émotions hostiles et les relations mère-bébé. Et j'ai aussi, on a choisi aussi 2 autres situations de 2 mères du groupe non soutenu pour mettre en évidence les raisons en fait de cette variabilité au sein même du groupe non soutenu. Alors, comme je vais vous présenter la situation de la famille Claudel. Et donc ce cas clinique, il cumule donc de nombreux facteurs. Et donc je vais vous la présenter. Alors, monsieur et madame Claudel ont environ 30 ans et sont en couple depuis 5 ans. Ils se sont installés dans la région pour raisons professionnelles. Leurs familles sont dispersées et éloignées géographiquement. Madame Claudel se dit proche de sa sœur et décrit des relations conflictuelles actuelle, passée avec sa mère. De son côté, M. Claudel a peu de relations avec ses parents, même si, comme Mme Claudel, il décrit des relations plus paisibles avec son père. Ils ont chacun de leur côté développé des réseaux amicaux dans leur nouvelle ville, mais la naissance de leur fils, que je nomme Joachim, a distendu ces relations. Lorsque Mme Claudel a été enceinte, il venait d'emménager, comme pas mal de parents, dans une maison dans laquelle de nombreux travaux étaient à réaliser. Ce qui inquiétait Mme Claudel, car elle dit avoir un caractère à tout vouloir maîtriser. Si l'accouchement a été douloureux, elle se rappelle surtout le moment magique où on lui a mis son fils sur le ventre. À propos de Joachim, elle dit « C'est le plus beau, le plus éveillé, le plus mignon. Monsieur est content de dire qu'il a assisté à tout et qu'il a prodigué les premiers soins à son fils. » Mme Claudel a bénéficié des services d'hospitalisation à domicile indiqués pour un accompagnement à l'allaitement. L'HAD lui a été très profitable, je la cite, ça faisait au moins une visite. Madame Claudel s'est sentie très isolée au retour à la maternité. Sa famille et ses amis étaient loin et son compagnon travaillait, et en évoquant cette solitude, Madame Claudel pleure intensément, disant combien c'est dur pour elle de rester seule avec le bébé sans voir personne de la journée. Elle met la télé ou la radio pour, dit-elle, avoir une présence. Elle verbalise sa solitude, mais aussi son épuisement. Elle dit que s'occuper de toute l'organisation, c'est trop lourd pour elle et que cette situation est à l'origine de nombreuses disputes conjugales. Elle reproche à son compagnon de ne pas faire attention à elle. Et M. Claudel, qui est donc le compagnon, écoute les reproches qui lui sont adressés et reconnaît ses manques. Nous constatons qu'il est durant tout l'entretien attentif et tendre avec sa compagne, cherchant à la faire relativiser. 6 semaines après l'accouchement, Mme Claudel est toujours dans un état de vulnérabilité. Durant la visite, elle s'autorise progressivement à verbaliser des sentiments d'épuisement, d'incomplétude, de solitude vis-à-vis de sa famille et pleure à plusieurs reprises. Elle rapporte également une irritabilité importante qu'elle associe à son sentiment d'insatisfaction à l'égard de son conjoint. Je constate un décalage entre les plaintes et les reproches que Mme Claudel adresse à son compagnon et l'attitude soutenante et participative de M. Claudel. Nous repérons chez lui, durant cette visite, une sollicitude à son égard. Il cherche à la faire relativiser, il légitime ses difficultés et reconnaît avec humour ses manquements. De plus, il montre une capacité d'investissement affectif et des compétences de nursing, participe aux soins, aux bains, au biberon, vis-à-vis de son fils.
Il apparaît alors que l'attention, l'investissement et les soins que M. Claudel donne à leur fils fait vivre à Mme Claudel un sentiment de perte d'attention et d'amour de son compagnon et laisse entrevoir une rivalité naissante à l'égard de leur fils. Cette première visite nous inquiète car Mme Claudel présente déjà un tableau clinique de signes de dépression. Sont-ils transitoires ou déjà installés ? Ces signes sont d'autant plus inquiétants car Mme Claudel ne bénéficie pas d'étayage familial ni amical qui pourrait pallier donc au manque de sa famille auprès d'elle. À la deuxième visite, donc aux 3 mois de Joachim, les difficultés exprimées lors de notre première visite se sont intensifiées. Mme Claudel évoque des disputes quotidiennes avec son compagnon. Elle pense que ça vient du fait qu'ils ont besoin de poser des repères et principalement parce qu'elle a dû reprendre son travail à temps plein. Mme Claudel pleure intensément. Elle aurait aimé avoir 1 mois d'adaptation pour son retour au travail, pour que la séparation avec son fils ne soit pas vécue, comme elle dit, comme une déchirure. Avoir 1 mois d'adaptation au même titre que son fils, qui est un bébé, illustre le souhait, voire le besoin de Mme Claudel d'être elle aussi l'objet de sollicitude et de préoccupation. Elle pensait qu'elle allait mieux le vivre parce qu'elle avait souffert d'être désociabilisée et seule durant son congé maternité. Cela lui avait fait souhaiter reprendre son travail. Elle constate qu'elle se sent toujours stressée, irritable, moins patiente. Elle m'adresse un flot de paroles qui me donne l'impression d'être engloutie. Il y a chez Mme Claudel une urgence à être écoutée. Monsieur se contente d'être là lui aussi. Nous faisons tous groupe autour de Madame. Je reviens sur l'aspect brutal du retour au travail de Mme Claudel, des transformations et des bouleversements de la maternité, avec tous les merveillements, mais aussi tous les aspects moins positifs, et notamment le fait que la naissance de Joachim a révélé des points de fragilité chez Mme Claudel. Elle acquiesce et évoque son apparence physique. Elle n'est, je la cite, pas revenue dans son corps de femme. Elle se sent complexée et évoque le fait qu'ils n'ont pas plus de vie sexuelle. Monsieur Claudel acquiesce, elle s'est surtout transformée en maman. C'est une maman avant tout, c'est plus ma conjointe comme j'ai connu avant. Madame Claudel pleure, dit qu'elle a le même sentiment. Il fait très bien le papa et derrière, moi j'ai l'impression de souffrir d'un manque d'attention de beaucoup de choses. Inquiète de l'état de désaide de Madame Claudel, des répercussions sur leur couple et sur son devenir mère, nous abordons la fonction de soutien de son entourage. Madame Claudel dit qu'ils n'ont pas de famille proche et qu'elle le vit très mal. Elle pleure, elle dit qu'avant le téléphone ça allait, mais que maintenant que Joachim est là, elle a envie de pouvoir appeler sa mère ou sa sœur et qu'en 15 minutes elle soit près d'elle. Une sorte de SAMU familial. Sa sœur et sa mère sont venues 3 jours. Madame dit, moi, ce que je voudrais, pas forcément me voir moi, c'est quelqu'un qui ne soit pas loin, dise, attends, je suis dans le coin, je vais passer, même pour voir le petit. Les propos de Madame Claudel révèlent un besoin de relation continue, de proximité avec sa sœur et sa mère. Lorsqu'ils ont besoin d'aide, notamment pour garder leur fils en urgence, personne ne peut prendre le relais. Madame Claudel a sollicité son père, qui est retraité et qui vit à 2 heures de leur domicile, pour garder leur fils alors qu'elle était malade. Si son père est venu, il leur a reproché de ne pas assumer leurs responsabilités. Elle aurait aimé que son père soit content qu'elle l'appelle. Lui, à l'aide. Le manque de bienveillance et de compréhension de son état d'épuisement par son père est vécu comme une blessure. Déçus par l'attitude du père de Madame Claudel, ils ont décidé de ne plus faire appel à lui. Madame Claudel dit qu'elle aurait aimé avoir du monde pas loin pour éviter cette situation. Madame Claudel revient sur son insatisfaction concernant le soutien offert par son conjoint, fait le lien avec son état et évoque les répercussions sur ses capacités de prendre soin de leur fils. Les manquements de son conjoint sont d'autant plus difficiles à supporter que c'est le seul à avoir cette fonction auprès d'elle. Lorsque nous évoquons d'autres sources de soutien, Madame Claudel dit qu'elle parle à son conjoint, mais ça ne remplace pas sa famille. Nous comprenons que Monsieur Claudel a donc la lourde responsabilité de jouer tous les rôles, et notamment celui de témoin féminin maternel. Mais est-ce vraiment possible d'être tour à tour amant, substitut maternel, tout en se construisant son identité et sa fonction paternelle ? On valorise la fonction de soutien de son compagnon, on tente de les rassurer en leur disant que ce qu'ils traversent, c'est normal, assez ordinaire, mais que pour autant elle ne doit pas sous-évaluer ce qu'elle vit. Monsieur Claudel avait proposé à sa compagne d'aller consulter, mais elle avait refusé. On met du sens. Consulter... Pardon ? Un psychologue, oui. Un psychologue ou donc là pour son compagnon, c'est ce qu'il avait proposé. Ouais. Donc on met du sens sur ses éprouvés, on reconnaît et on légitime sa souffrance dans sa dimension humaine.
Bien que cela ne soit pas notre objectif, nous exerçons une fonction thérapeutique auprès de Madame Claudel dans les dynamiques conjugales, parentales et familiales. Les conséquences du manque de sa famille dans l'expérience de la maternité sont bien visibles et importantes. Et donc nous sommes préoccupés par les manifestations dépressives qui sont bien installées chez elle. Sentiment d'incomplétude, solitude, épuisement psychique et physique, pleurs intenses, troubles de l'humeur, absence de vie sexuelle, perte du sentiment de maîtrise, perte d'estime de soi. L'état psychique de Madame Claudel est d'autant plus préoccupant qu'il a des effets néfastes sur son compagnon et sur leur vie de couple, et semble-t-il sur Joachim. Car lorsque nous tentons à plusieurs reprises d'attirer son attention sur les éprouvées, les manifestations de Joachim, de bien-être ou d'inconfort, Madame Claudel reste centrée sur elle. Il ne semble pas avoir suffisamment de place dans l'économie psychique de sa mère, envahie par sa détresse. Nous appuyons la proposition de consultation de M. Claudel. Nous leur parlons des lieux d'accueil existants dans lesquels Mme Claudel pourrait trouver un espace neutre, avec une écoute centrée sur elle, mais aussi pour tous les trois, car la naissance de Joachim a aussi fait bouger et transformer leur vie de couple. Lors de la 3e visite, Joachim a 6 mois. Suite à des problèmes au travail, Mme Claudel a consulté son médecin qui lui a prescrit un traitement antidépresseur et lui a également conseillé un accompagnement psychothérapeutique. Madame rapporte un état de chaos, que l'on peut entendre aussi comme un état de chaos C-H-A-O-S. Je me levais la nuit et le matin j'étais chaos. Je réveillais Jean en lui disant « Je ne m'en sors pas, j'ai pas le temps, je vais être en retard, je ne peux pas tout faire ». Elle s'interroge sur les répercussions que son stress a pu avoir sur son fils. Madame Claudel est lucide, et cette lucidité à l'égard de son mal-être provoque de l'angoisse et de la culpabilité. Sa vulnérabilité lui fait prendre conscience des difficultés inhérentes à l'exercice de la fonction parentale, à relativiser la responsabilité de ses parents et d'avoir une autre lecture de son passé. Lors de cette visite, je constate que Joachim doit suivre le rythme de ses parents, notamment durant des épisodes répétés de maladie. Les demandes d'adaptation trop précoces que nous avions déjà repérées lors des visites précédentes sont toujours à l'œuvre. Nous comprenons bien sûr les besoins de répit de M. et Mme Claudel, mais il semble que ceux-ci se fassent au détriment de leur fils. Madame est toujours isolée de son groupe familial. Lorsqu'elle a une question de nursing ou une inquiétude, elle se rend sur les forums. Cette adresse impersonnelle et anonyme, depuis sa grossesse, témoigne de l'absence de son entourage et du défaut de transmission de celui-ci. Depuis que son fils fréquente la crèche, elle continue d'aller sur Internet et demande confirmation au personnel. Elles ont énormément de choses à dire et en plus, elles sont de tout âge. Et en fait, elles ont toutes différentes expériences. Nous, on a des personnes qui encadrent Joachim, elles sont 4-5 et ça va de sa référente, on a le même âge, donc environ une 30aine d'années, et celle qui est pas loin de la retraite. La crèche est véritablement un lieu investi par les parents qui y trouvent un lieu de partage, d'attention conjointe sur Joachim, des conseils, une écoute. Les relations nouées avec les professionnels de la crèche vont ressortir des transferts maternels et sororales qui offrent en partie l'étayage manquant de leur famille. Lors de l'entretien des 9 mois, Madame Claudel est encore plus fragile. Elle dit « Je suis juste dans un état d'épuisement qui fait que tout est problématique parce que moi, enfin, je suis réellement, je pense, épuisée. » Elle pleure intensément. Elle a pris une journée pour se reposer, mais elle dit « La logistique de la maison, et puis Joachim, qui est un enfant qui remue beaucoup, qui est très vif, et on cherche à être tout le temps disponible, tout le temps aux aguets. Mais vous allez voir, il est particulièrement vif. Il déborde d'imagination et de ressources, et plus il a d'énergie, moins j'en ai. Avec l'impression que c'est vraiment un vase communicant. Et là, c'est très très dur. » L'image des vases communicants utilisée par Madame Claudel au sujet de sa relation avec Joachim est saisissante. Serait-ce le témoin d'un fantasme de vampirisation de son enfant à son endroit ? Madame Claudel décrit une situation de guerre et de chaos. Elle est épuisée, psychiquement, physiquement, n'a plus de ressources ni d'énergie. Elle exprime indirectement que la cause de l'aggravation de son état, c'est son fils, et les exigences liées à la maternité. On assiste à une forme d'implosion, un effondrement. Se sentant dans l'urgence de trouver une solution, nous leur demandons s'ils ont un parc. Madame nous répond qu'ils mettent des barrières, système de barrières, plaids, chaises, paniers de linge. Ce système de barrières molles et inefficace me fait associer sur l'absence de sa famille. Lorsqu'on lui demande si elle peut se confier à quelqu'un, elle dit « Il n'y a personne, il n'y a que Jean, son compagnon, qui vit au quotidien, qui sait à quel point je vais mal. Mais je ne peux réellement en parler à personne de proche, car tout le monde est loin, et donc moi je ne veux inquiéter personne. Ça sert à rien que je dise à ma mère qui vit loin « Ah, bah ça va pas trop bien en ce moment ».
Madame Claudel poursuit. De temps en temps, ça ferait du bien de lui dire « Viens prendre un café, viens m'aider pour que je souffle 2 secondes. » Et ça, je n'ai personne pour ça. On est trop loin. Elle est trop loin pour que je lui parle de mon état. Ça, elle pourrait le savoir que si elle venait. Inquiète des répercussions de son état et de son attitude sur son fils, Madame Claudel a demandé à son compagnon de tirer la sonnette d'alarme. Je me sens à mon tour très émue. L'image qui me vient est celle de Monsieur et Madame Claudel et leur bébé de 6 mois sur un radeau précaire et sans protection. Dans une tempête, ils ne peuvent compter que l'un sur l'autre et puisent dans leurs ressources pour ne pas exposer leur bébé à cette tempête. La solitude dont souffre Madame Claudel est très prégnante. Nous leur demandons s'ils trouvent du temps pour eux deux ensemble et séparément. Elle n'y arrive pas, car elle a toujours besoin d'être en contact avec son fils. Elle relate qu'ils sont partis tous les deux en week-end, mais elle ne trouve plus ces temps ressourçants. Malgré les tentatives d'étayage, notamment la crèche, cela ne suffit pas à Madame Claudel pour qu'elle puisse se ressourcer. Elle verbalise de nouveau le manque de sa famille, et notamment de sa mère, en pleurant abondamment. Madame Claudel nous informe qu'à la suite de notre dernière visite, elle est allée dans le lieu d'accueil parents-enfants dont nous lui avions parlé. Ils y vont 1 fois par semaine avec Joachim et parfois tous les 3 avec son compagnon et bénéficient d'un suivi individuel. Lors de la visite des 12 mois, Madame Claudel m'accueille amicalement. « J'allais vous faire la bise, Monsieur Claudel. » Lorsque je me présente à Madame Claudel, elle me fait la bise, prétextant avoir les mains occupées. Elle a une pelote de laine emmêlée. Madame Claudel m'informe avec enthousiasme qu'elle est allée en formation dans la ville où habite sa mère. Pour cette occasion, la mère de Madame Claudel a loué un gîte et a gardé Joachim durant les temps de formation. Sa sœur, qui est la marraine de Joachim, les a rejoints. Les mots que Madame Claudel emploie pour décrire ce séjour sont très positifs. Ce séjour a été l'occasion pour Madame Claudel de retrouver sa mère et sa sœur et qu'elles puissent enfin être réunies. Elle nous relate avec émotion que Joachim a fait durant ce séjour ses premiers pas. Elle dit que ce qui l'a le plus ému, c'est de voir l'émotion de sa sœur en interaction avec Joachim à ce moment-là. C'était sympa. Joachim a fait son premier pas devant ma sœur. Elle a juste explosé en larmes. C'était plus émouvant de voir ma sœur, la réaction de ma sœur qui était juste magnifique. Joachim était tout content. L'émotion de sa sœur à l'égard de Joachim est partagée par Madame Claudel, participe à l'inscription filiale de son fils, mais aussi lui accorde la reconnaissance dans sa nouvelle identité et fonction maternelle. Il semble qu'enfin, Madame Claudel, au même titre que son fils, a pu faire ses premiers pas de mère sous le regard de sa mère et de sa sœur. Les retrouvailles mère-fille se sont bien passées et il semble qu'elles aient impacté la perception de Madame Claudel à l'égard de son fils. Joachim, qui était remuant et sujet à l'épuisement maternel lors des précédentes visites, est devenu un petit garçon adorable. Durant cette partie d'entretien, Madame Claudel est calme, détendue, enthousiaste et semble plus sereine. C'est la première fois que son discours est positif, qu'elle exprime de la gratitude et reconnaît avoir passé des moments joyeux. Néanmoins, après avoir relaté cette retrouvaille tant attendue, Madame Claudel revient sur son état psychique. Elle se sent mieux, mais les 2 sources d'insatisfaction et de souffrance exprimées lors des précédentes visites sont toujours actuelles. Ses relations conjugales et son apparence physique. La maternité semble l'avoir transformée en négatif, au point qu'elle ne se reconnaisse plus. Qui est-elle devenue ? Personne n'est arrivé à la rassurer et à la faire relativiser sur ses atteintes narcissiques et objectales de la maternité. On peut se questionner sur les bénéfices obtenus par Madame Claudel de devenir mère. Des problèmes de couple, un épuisement physique, une perte de maîtrise, un corps transformé en négatif et une image qui ne ressemble pas à ce qu'elle était. Une perte partielle de son identité et des remaniements psychiques trop intenses. À la dernière visite, Madame nous apprend que son compagnon a quitté le domicile conjugal pendant 1 semaine suite à une violente dispute. Il est revenu le jour de notre visite à la demande de sa compagne. Madame Claudel dit qu'au moment de leur dispute, elle avait Joachim dans les bras. Elle s'est sentie le lâcher. Pour se calmer, elle s'est réfugiée dans une église et a trouvé cela triste. Nous revenons sur cet état de fragilité qui persiste depuis la naissance de son fils. Elle dit qu'avant la naissance de Joachim, elle était moins angoissée. Elle dit « Un jour, j'ai dit quand Joachim est né, je lui ai tout donné, et tout le vide, on l'a rempli par de l'inquiétude. Je lui demande alors si elle peut associer cette inquiétude à des expériences plus lointaines. Elle revient sur ses relations conflictuelles avec sa mère. L'éducation primait sur les émotions, l'affection et la tendresse. La naissance de Joachim a été l'occasion de revenir sur la relation mère-fille lorsqu'elle était enfant. J'ai commencé à poser des questions.
C'était comment quand j'étais toute seule, moi? Comment c'était avec un seul enfant? Et ma mère m'a juste répondu, mais pourquoi tu veux savoir ça? En s'adressant à sa mère, cherchait-elle à savoir si elle avait été attendue et désirée par elle et si elle avait réussi à la combler, si elle avait été l'objet de son attention et de son amour?